Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne Nourrir, Manger et je suis Bruno Parmentier. Nous abordons aujourd'hui le premier chapitre A1 de ma petite encyclopédie sur l'histoire de l'agriculture. Cette toute première vidéo commence par dire une chose que très peu de gens expriment en ces temps de critique et de suspicion généralisée, mais moi j'ose, bravo les agriculteurs. Vous avez vraiment assuré au XXe siècle pour produire de la nourriture en quantité suffisante. Il faut dire que les rapports entre l'agriculture et la société ont toujours été un peu compliqués. On avait faim. On n'arrivait pas à se nourrir tous et régulièrement. L'histoire mondiale est pleine de famines, de pénuries, de faim, d'émeutes, de jacqueries, de guerres. Partout, dans le monde entier, même en Europe. Regardez la France par exemple. Elle a quand même connu 11 disettes au XVIIe siècle, ensuite 16 disettes au XVIIIe siècle, et encore 10 au XIXe. Mais attendez, même au XXe siècle, pendant les deux guerres mondiales, on n'a pas très bien mangé. Rappelez-vous, en 1948, soit 3 ans après la fin de la guerre, quand on voulait acheter du pain, il fallait avoir des francs, on n'avait pas inventé l'euro. Mais il fallait aussi avoir le petit ticket qui vous permettait de rentrer dans la boulangerie pour fricoter avec la boulangère. Il y a eu des tickets de rationnement dans ce pays jusqu'en 1948, 3 ans après la guerre. C'était pas très populaire. Alors, on a dit aux agriculteurs, vous vous débrouillez comme vous voulez, on ne veut plus jamais de tickets de rationnement, débrouillez-vous pour faire de la quantité de nourriture. Ben, c'est ce qu'on a fait en France, mais dans une bonne partie des pays du monde. Alors, bien sûr, il fallait augmenter la productivité, parce que il y a une autre idée possible, qui est de dire, augmentons le nombre de terres. Comme ça fera plus de production. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait. On a essayé, nous, les Européens, de coloniser de nouvelles terres, un peu partout sur la planète. Au XVIIIe, au XIXe, quand on avait faim en France, on donnait un billet, allez simple, pour nos pauvres jusqu'à Pétaouchnok, en disant, va en Asie, va en Afrique, va en Amérique, trouve-toi une terre. Fais-toi manger. Et puis, si t'as du rab, on te le rachètera. On a colonisé pratiquement la planète entière. Mais si on a fait ça, c'est qu'on avait faim. On n'avait pas assez à manger et on ne savait pas augmenter la productivité, donc il fallait trouver plus de terre. Alors maintenant, c'est problématique parce que il n'y a pas autant de terre que ça pour continuer à coloniser. Et puis, ça a fait mal d'avoir des colonies, etc. Et puis, il nous reste par exemple les forêts vierges, alors on les attaque trop, mais enfin, faut pas y aller trop parce que c'est très mauvais pour la diversité, c'est très mauvais pour le réchauffement de la planète. Et donc, en fait, le problème, c'est qu'on cultive chaque année moins de terre, comme on le verra au chapitre F1 sur les terres. Parce qu'on gâche énormément de terre. On met plein de terre en culture, mais on construit partout. Des maisons, des autoroutes, des parkings de supermarchés, des zones industrielles, des golfs, des bases de loisirs, etc. Ça, l'imagination, ça y va. Et au total, on cultive moins de céréales aujourd'hui que dans les années 70. Il y a moins de surface de céréales sur la planète. Autrement dit, le levier d'augmenter la taille de la ferme monde, c'est compliqué. Et donc, on a augmenté la productivité sur chaque hectare. C'est ça le grand succès de l'agriculture moderne. Il faut dire qu'au XIXe et au XXe siècle, les enjeux étaient considérables parce que l'augmentation de la population du monde a été carrément faramineuse.
On a multiplié par presque 2,5 la population mondiale depuis les années 60. On est passé d'à peu près 3 milliards de terriens à 7,6 milliards. Ben, ça devenait sérieux parce que quand on n'était que 3 milliards, on mangeait mal. Et ben, aujourd'hui, on est 7 milliards et demi. Autrement dit, il fallait au moins multiplier par 2,5 la production de nourriture. Il fallait massivement augmenter la production agricole pour éviter la catastrophe. Comme on le voit sur ce tableau, c'est ce qu'on a fait. Alors d'accord, on a multiplié par 2,4 la production agricole, mais on s'est occupé sérieusement, pour commencer, des productions de base, les céréales, ce que les gens mangent, qui sont à la base des grandes civilisations occidentales et orientales, le riz, le blé. Pourtant, ça faisait des siècles qu'on essayait de produire plus, mais on en avait encore visiblement sous le pied. Figurez-vous que depuis les années 60, on a multiplié par 3,5 la production mondiale de blé et par 3,5 la production mondiale de riz, sans augmenter la taille des champs. Alors pour le maïs, c'était encore plus, parce que le maïs était juste en Amérique latine, grosso modo, et puis on s'est mis à cultiver du maïs aussi en Europe et en Asie, parce qu'on a trouvé que c'était bon pour les cochons, les poulets, les lapins, etc. Ben on a multiplié par 5,5. Mais attendez, même les légumes, on a toujours cultivé des légumes, on a multiplié par 4,7. Autrement dit, tout le monde peut comprendre qu'il y a plus de chances de manger sur la planète quand on augmente 2, 3,5, 5,5, 4,5 la production des principaux aliments, alors qu'on ne multiplie que par 2,4 la population mondiale. Regardons par exemple le pays qui était emblématique de la faim quand moi j'étais jeune, la Chine. Vous savez, quand j'étais enfant, mes parents me disaient « Finis ton pain avec tous ces Chinois qui ont faim ». Mais oui, les Chinois avaient faim. Mao Tse-tung, il n'était pas très bon en agriculture, il avait une idée folle, on va collectiviser l'agriculture, etc. Mais les gens mouraient par millions. On pouvait avoir 10 millions de morts de faim en une seule année. Le pays de la faim, c'était la Chine. Bon, ça fait désordre. Ils ont décidé d'être pragmatiques. Alors, ils ont pris 2 décisions. La première décision, c'est on arrête de faire des enfants. Alors, tout le monde a entendu parler de ça. Un enfant par femme, c'est tout. Et puis, la dictature qui va avec, pour empêcher vraiment les gens de faire des enfants. Bon, alors, la population a doublé. Quand ils ont dit un enfant par femme, ils étaient 700 millions, ils étaient. On avait l'impression que c'était nombreux. Maintenant, ils sont 1,3 milliard. Alors, on parlera de ça dans la vidéo sur la population. C'est compliqué de comprendre que quand on fait plus d'enfants, la population double. Ben oui, la population double, non pas parce que les femmes ont beaucoup d'enfants, mais parce qu'avant, c'était la spécialité, donc il y avait énormément de filles. Et comme il y avait énormément de filles, même s'ils en font un enfant chacun, ça fait énormément d'enfants. Bref, la population a doublé. Et ils mangeaient très mal. Donc, il a fallu s'occuper de la nourriture. Alors, la première chose dont ils s'est occupé en Chine, c'est le riz. Ils ont multiplié par 3,8 la production de riz. 3,8. Ensuite, c'est le blé. Pourtant, ils en faisaient du blé. Il y avait, dans le nord, ils faisaient du blé pour faire des nouilles. Dans le sud, ils faisaient du riz. Ils ont multiplié par 9 la production de blé. Puis, ils se sont mis au maïs. Ils en faisaient pas du tout. Ils commençaient un petit. Enfin, ils ont multiplié par 14. Mais même les légumes, tous ceux qui ont été en Chine voient qu'ils mangent beaucoup plus de légumes que nous, les Chinois. Ils ont multiplié par 13. Et donc, il y a cette réalité extraordinaire. On mange beaucoup mieux dans la Chine d'aujourd'hui de 1,3 milliard d'habitants que quand il y avait 700 millions, ou des gens mangeaient mieux que quand il y avait 400 millions. Moi, je dis bravo les agriculteurs chinois. Il faut se rendre compte que la Chine, maintenant, c'est le plus grand producteur agricole du monde. Bon, ils sont premiers en riz, évidemment. Ils sont premiers en blé. Bon, ils sont deuxièmes en maïs parce que les Américains font encore plus fort. Mais ils sont premiers en fruits, ils sont premiers en légumes, ils sont premiers en viande, ils sont premiers en œufs. Ils sont premiers en élevage de poissons. Il y a qu'en lait qui sont pas très bons parce que c'est pas leur truc, le lait. On peut le dire. Un des événements les plus importants du XXe siècle, ça tient en 3 mots.
les Chinois mangent. Et on peut se redire que dans les années 50-60, ça n'était pas du tout évident. Alors, parlons maintenant de la France. Bon, la France, c'était moins dramatique. On mourrait pas de faim en France dans les années 50-60. Enfin, quand même, on avait envie de mieux manger. Alors, en matière de population, ça y est, on avait amorcé le reflux. Bon, il y a eu effectivement le baby-boom d'après-guerre, et puis on a contribué à inventer la contraception, puis légaliser l'avortement, etc. Donc, on n'a pas beaucoup augmenté la population, même si on l'a augmenté essentiellement en accueillant des immigrés, parce qu'on avait besoin de main-d'œuvre. Bref, depuis les années 60, on n'a augmenté que de 30%, on a multiplié par 1,3, la population est passée de 50 à 67 millions. Alors, en matière de nourriture, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, le blé, c'était notre spécialité. Ah oui, on a récité quand même pendant des siècles, voire des millénaires. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est bien que c'était important, le pain. Il manquait. C'est ce qui manquait le 14 juillet 1789, le pain. Hein. Bon. Ça nous a pas empêché de multiplier par 3,8 notre production de blé. On est devenu maintenant de grands exportateurs de blé. Pour le maïs, c'est pareil, on s'y est mis de bon cœur, on a multiplié par 5,7. Mais même pour la volaille de Pierre-Henri IV, on a cultivé la volaille, hein, pour avoir la poule au pot le dimanche, ben on a multiplié par 3,3. Autrement dit, plus personne n'a peur de manquer dans notre beau pays de France. Plus personne n'a peur d'une étiquette sur la boulangerie, plus de farine, plus de pain, ça n'existe plus. Maintenant, nos boulangeries sont approvisionnées, nos boucheries sont approvisionnées, nos marchands de fruits et légumes, etc., etc. On a de la nourriture plutôt en excès en France, et en tous les cas, on n'a plus peur de manquer. Et moi je dis, bravo les agriculteurs. On mange beaucoup mieux dans la France de M. Macron que dans la France de M. de Gaulle. Et en plus, les agriculteurs contribuent très fortement à l'équilibre de la balance commerciale. Bravo les agriculteurs, il n'y a rien à dire. Il y a à dire bravo, merci. Le problème, c'est que nous arrivons à la fin de ce processus de progrès agricole. Après 50 années d'augmentation régulière et massive de la productivité, il faut encore malheureusement augmenter la production agricole. On verra dans un autre chapitre qu'il faut augmenter de 70%, encore au moins 50% en tous les cas. Et l'agriculture moderne n'y arrive plus. Les rendements n'augmentent plus sur cette planète. C'est un vrai problème. Parce que les inconvénients de cette agriculture moderne, allez, qu'on va appeler tout chimie, tout pétrole, arrivent maintenant à dépasser ses avantages, et il faut absolument passer à un autre chapitre. Il faut passer à une révolution, une nouvelle révolution agricole, mais cette fois-ci intensive en écologie et non plus intensive en chimie et en pétrole. Une révolution écologiquement intensive, comme on le verra dans le chapitre 3 et dans de nombreux autres chapitres de Nourrir, manger. Bonsoir.